Bonjour, à mon tour de remercier Daniel Okono et de vous remercier d'être là, de remercier toutes les personnes qui m'ont précédé. Je réponds à j'essaie de répondre au titre, l'impact des luttes antiracistes sur les sociétés européennes. Je dirais que c'est l'antiracisme politique qui a eu un réel impact sur les sociétés européennes. C'est-à-dire quand on s'est éloigné de voir le racisme comme une question d'opinion, comme une question morale, et qu'on est passé au fait de le faire comprendre comme quelque chose de profondément structurel, d'inséparable même du capitalisme. Avec évidemment toute la mobilisation contre les violences policières qui sont très anciennes et dont le combat continue en totale impunité. Encore il y a 2 jours, un jeune qui a été tué. Aussi contre l'islamophobie, il a fallu quand même du temps pour faire comprendre que c'était vraiment quelque chose contre lequel il fallait combattre. Toute une gauche a résisté. Les violences aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du logement sont aussi apparues. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, comme disait, je vous ai remarqué Césaire, que c'est d'être insulté dans la rue. Donc vraiment une violence systémique, un racisme structurel dont il faut vraiment mesurer la force, puisqu'il a réussi à banaliser le fait de la séparation entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas, vraiment profondément. Et une force aussi qui fait que, après tout, en ce moment, il y a un génocide au Congo, il y a un génocide en Palestine, il y a ce qui se passe à Mayotte, et que finalement, ça se passe. La vie continue. La question des réparations n'a toujours pas été abordée. Chaque fois qu'on en parle, c'est repoussé. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui en 2024, il n'y a toujours pas de réparation, ni pour l'esclavage, ni pour la colonisation, ni pour les crimes même commis après la fin de la colonisation. On pourrait rappeler les avortements forcés, les enfants de la Creuse, le chlordécone aux Antilles, enfin je veux dire, la liste est longue. Face à quand même cette montée, effectivement, dont tous mes camarades ont parlé auparavant, on assiste aussi, je dirais donc, vraiment à cette mobilisation, cette compréhension qui passe aussi par des livres, par des documentaires, par des films, par des tables rondes, par des réunions publiques. On a en face l'organisation d'une contre-révolution, très déterminée aussi, globale. On accuse les réfugiés, les migrants, les autochtones, tout le monde d'être finalement, en fait, d'être les ennemis de la civilisation. Les classes dominantes qui agissent et absolument avec force. Elles ont peur, elles ont quand même très peur, tout cela fait peur. Évidemment, on voit la répression, donc on se dit c'est eux qui sont forts, mais ils ont eu très très peur. Et déjà dans les années 70, le marxisme, les marxistes Angela Davis ou George Jackson ou d'autres analysaient ces contre-révolutions comme à la fois freinant les mouvements qui avançaient et prévenant le fait qu'ils pouvaient se poursuivre et se renforcer. Donc c'est une contre-révolution qui arrête et qui prévient le fait que ça pourrait évidemment se développer. Et on assiste à ça. En France, par exemple, on a le fameux « en même temps ». On a l'IVG dans la Constitution et à Mayotte, le fait que le directeur de l'Agence régionale de la santé propose que toutes les femmes qui arrivent à l'hôpital public seront stérilisées. On a l'IVG d'un côté et le manque total de maternité et de crèche, le manque de soins, les femmes racisées repoussées très malmenées dans les hôpitaux, dans les maternités, le fameux concept de syndrome méditerranéen, c'est-à-dire que les femmes racisées sont plus dures à la douleur, de continuer à ne pas les considérer. On a d'un côté la cérémonie de la Mélenchon et de l'autre la loi sur l'immigration. Donc on assiste aussi à ça, on assiste aussi à quelque chose que nous on appelle l'antiracisme néolibéral, c'est-à-dire que quand même dans le capitalisme il y a une possibilité de commodifier certaines, en retournant certaines choses de l'antiracisme. Donc on peut avoir la négrophobie et la célébration du multiculturalisme d'un côté, on le voit par exemple dans la mode, dans la fiction, dans la publicité, dans tout cela, on voit vraiment revenir cet antiracisme néolibéral. C'est-à-dire un antiracisme qui finalement n'est que dans l'image, on change un peu ce qu'il y a derrière la vitrine, mais évidemment on ne s'attaque pas à la structure. Tout ça dans un horizon persistant d'inégalités croissantes et d'abandon des services publics qui renforcent les inégalités des plus précaires qui sont les personnes racialisées. Une séparation vraiment accrue entre les vies à protéger et celles qui sont volontairement abandonnées, qui sont tuables, mais vraiment, on voit les inégalités qui sont accrues par le racisme environnemental et le désastre climatique, c'est-à-dire comment, dans la lutte contre le racisme, il faut tenir tous ces fils ensemble. Ce n'est pas simplement lutter contre le racisme environnemental ici et là, c'est tous ces fils ensemble qui sont vraiment une lutte acharnée
contre ce racisme structurel. Il faut aussi évidemment parler dans ce racisme de tout ce dont il est question, mais aussi la manière dont le racisme affecte les corps et les esprits, à travers vraiment un épuisement, de la manière dont le travail est organisé. Vous vous souvenez des grandes grèves des femmes de ménage qui vous racontent comment elles sont épuisées. Elles se lèvent à 4 h du matin pour arriver au travail à 7 h. Elles travaillent parfois dans 3 travaux à la fois pour pouvoir ramener un revenu décent à la fin du mois. Elles repartent dans le sens de 2 heures de travail et puis là c'est la 3e ou 4e journée de travail qui commence. Donc des femmes qui à 30, 40 ans, 50 ans ne peuvent plus soulever même leur enfant. Elles n'ont plus de force. Et ça, c'est un racisme. C'est le fait que pendant ce temps-là, d'autres ont droit au footing dans des parcs, à toast à l'avocat, à la méditation et à des salles de yoga où on peut évidemment se renforcer sa santé mentale et physique. Donc on voit, c'est ça aussi le racisme, des violences profondes, absolument, qui pénètrent, qui empoisonnent et qui pénètrent dans le corps. Une criminalisation même de l'antiracisme, il en était question, mais évidemment à travers ces notions de grand remplacement, de racisme anti-blanc, ou d'assimiler l'antisémitisme et l'anti-sionisme, toutes ces criminalisations. Donc on assiste effectivement à ce moment, à cette grande contre-révolution qui mêle des formes de fascisme, alors la qualificative fascisme est très discutée, mais enfin peu importe, une extrême droite en tout cas, vraiment longtemps, qui trouve tout à fait, qui se marie très bien avec le néolibéralisme, qui n'a pas tellement de problèmes avec le néolibéralisme comme on le voit avec les politiques d'État. Il faut vraiment, pour moi, analyser ces politiques d'abandon organisé, vraiment d'abandon organisé, de toutes couches populaires et qui font partie du racisme, qui sont vraiment ces racialisations. Donc face à cette contre-offensive, on assiste à des grèves, à des occupations, à des manifestations, à des contre-récits qui sont extrêmement importants, à la multiplication de contre-récits aujourd'hui, de contre-images aussi, qui ont toujours été au cœur des mouvements politiques, produire du contre-récit et de la contre-image. On le voit, tous les mouvements de libération l'ont fait, tous les mouvements sociaux l'ont fait, il faut produire de la contre-image et du contre-récit. Sinon, il faut les multiplier. À travers des expositions, des films, mais donc la question du visuel, pour contrer ce que Mme Hollande a parlé, c'est-à-dire comment proposer une contre-culture visuelle, vraiment s'appuyant sur le visuel, qui n'est pas simplement de répondre à l'image négative par une image positive, mais vraiment à faire émerger d'autres manières de montrer, de visualiser. Comment, évidemment, le racisme aussi nous éduque à ne pas voir ce qui est sous nos yeux, c'est-à-dire les inégalités et les discriminations. Donc réapprendre à voir, je veux dire vraiment réapprendre à réutiliser ses sens profondément. Parce que finalement, rien n'est vraiment totalement caché. Les choses sont là, simplement on nous apprend à ne pas où aller voir, mais n'a pas donné sens à ce qu'on voit. Donc c'est vraiment redonner sens. Donc c'est extrêmement important, c'est multiplier aussi vraiment des moments comme celui-là, c'est extrêmement important, et toutes les réunions publiques, comme celle qui a eu lieu d'ailleurs le 3 mars à Pantin, qui était avec la philosophe Judith Butler, contre l'antisémitisme et son instrumentalisation, et pour la paix révolutionnaire en Palestine, auquel assistait d'ailleurs Daniel Obono, et elle a pris la parole. Mais c'est vraiment parce qu'il faut aussi contre-éduquer vraiment un matraquage constant, quotidien, qui passe par les médias, qui passe par plein de choses, quotidien, et d'apporter des explications, des arguments. On est effectivement des outils vraiment d'arguments, des contre-discours constamment. Donc des explications, qu'est-ce que c'est ça, de quoi on parle, comment ça se prononce, quels sont les après-vies, ce qu'on appelle les après-vies d'esclavage aujourd'hui, quels sont les après-vies du colonialisme. Tout ça n'est pas terminé, on continue encore. Pourquoi Mayotte est française? Pourquoi Mayotte n'a pas d'eau depuis des années? Pourquoi Mayotte, je veux dire, la France a réussi à monter les Mahorais contre leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, et aussi contre les Africains. Donc c'est vraiment ça, vraiment c'est un poison. Donc on continue, il faut continuer, il faut soutenir aussi toutes les initiatives que se passent. Il y a 2 initiatives bientôt. Il y a le 30 mars une réunion publique de CEDAC, qui s'appelle Faire Bloc, et qui est très importante parce qu'il faut faire bloc en effet. Il faut en effet faire bloc. Et c'est absolument important. La force à construire, il faut construire une contre-force contre cette espèce de machine à tuer, à écraser et à humilier. Il faut construire vraiment trouver où jeter la pierre qui va arrêter la machine, le sable qui va enrayer le moteur. Il faut vraiment développer ces stratégies.
Et le 21 mars, il y aura une marche contre le racisme que subissent, le 21 avril, pardon, une marche contre le racisme que subissent les enfants des quartiers populaires. C'est extrêmement important parce que la criminalisation de l'enfance racisée, est au cœur aussi du racisme. C'est-à-dire des enfants qui n'ont pas le droit d'être enfants. Des enfants qui, à 14 ans, sont par exemple jugés comme s'ils étaient des adultes. C'est des enfants qui n'ont pas le droit aux mêmes choses que les enfants de la bourgeoisie blanche. Ce ne sont vraiment pas considérés comme des enfants. En France, même dans toute l'Europe, les enfants roms ne sont pas considérés comme des enfants. Ils sont absolument criminalisés et traités comme des adultes.